il y a un gros travail. Et pourquoi le projet de médiathèque n'a pas été mutualisé avec d'autres communes? Parce qu'il y a pas mal d'endroits où des communautés de communes ont des médiathèques à différents endroits et elles travaillent en réseau. Pour le coup, ça marche bien. Je ne comprends pas pourquoi c'est que Plaisance du Tour. Alors, non, mais là on parle du bâtiment. On est déjà en réseau, la bibliothèque est déjà en réseau avec les médiathèques, avec la médiathèque départementale. Et donc, si vous êtes inscrit à la bibliothèque, vous avez un code d'accès depuis chez vous, et vous allez récupérer depuis chez vous en tous les cas, vous allez pouvoir télécharger tout un tas de tout ce qu'on peut récupérer au niveau numérique de la médiathèque départementale. Ensuite, il y a de toute façon dans le projet de la médiathèque justement des connexions, des propositions au niveau des médiathèques déjà de la communauté de communes de la Save-Aux-Touches, et il y aura très probablement des conventions qui peuvent être menées avec par exemple la médiathèque de Colombie ou d'autres médiathèques. En tous les cas, c'est notre souhait. Après, normalement, c'est le souhait de tous les gens qui sont dans cette culture, et donc bien sûr qu'on va... Là on parle du bâtiment simplement, d'un lieu pour lesquels... Alors, dans le cadre du projet, c'est parce que c'est pas une bibliothèque, hein. Et puis c'est pas simplement une bibliothèque avec des CD ou des DVD, c'est également du coworking, c'est également il y a de l'exposition, on a parlé de toutes les possibilités, et si vous allez à la bibliothèque actuellement, vous allez voir sur tout un pan de mur où vous avez la possibilité de mettre des post-it pour dire qu'est-ce que vous auriez envie de mettre dans la médiathèque, et c'est une super initiative des bibliothécaires, et donc on va l'amplifier et elles vont continuer cette concertation avec la population. Donc si ça se passe au plural, comme vous avez dit qu'on n'envisageait pas de racheter les 2 appartements supplémentaires pour arriver à la surface, ça veut dire qu'on peut s'asseoir sur la dotation de l'État. Et ce qui est très très dommageable, c'est qu'il n'y a pas de moyen terme. C'est 0 ou 1 million. À peu près, c'est 1 million. Heureusement qu'on va en guitare. 1 million, je suis pas encore. Mais le problème, c'est que pour 1 million de subventions, si on devait acheter 2 appartements, ça serait beaucoup plus en termes d'investissement, plus de fonctionnement. Mais, excusez-moi, mais on n'a pas mis des conditions suspensives dans ces points. Mais on ne veut pas suspendre la... On n'avait pas prévu d'avoir de subventions d'abord. Là, on a acheté un rez-de-chaussée d'un R+4 pour faire... on se demande, excusez-moi, mais encore une fois, alors vous allez me dire que c'est opportuniste, mais moi je trouve que c'est improvisé, là. Et puis, on se fait avoir sur les subventions. On ne se fait pas avoir, on n'en avait pas prévu. On avait prévu de payer le truc. Après, on a l'aubaine on nous dit, vous pouvez avoir la subvention si vous avez 1250 mètres carrés, et avec le jardin, ça vous fait 1250, enfin 1200, et ça vous fait 1250 mètres carrés. Donc, nous, on fait le dossier, il n'était pas prévu de le faire. Donc, au départ, on n'avait pas prévu d'avoir cette subvention. Voilà, bon, après, il n'y a pas des certains. Là-dessus, on est complètement transparent. Cette médiathèque devait se faire uniquement avec l'argent de Plaisance, et on l'avait mis depuis longtemps, et on avait mis 2,5 millions de côté, il se trouve que c'est 2,8 millions, et puis voilà quoi. Qu'est-ce qu'on vous reproche? C'est de pas avoir prévu qu'il y avait des possibilités à la subvention. Franchement, qu'est-ce qui vous reproche? Non, on le sait depuis longtemps, parce que franchement, ça se... 1 million d'euros, c'est pas... Oui, mais c'est ce que je dis, c'est qu'on sait depuis longtemps que pour arriver à à l'ensemble des conditions de la DRAC, habituellement, on a des investissements qui sont bien supérieurs, et surtout des coûts de fonctionnement qui sont bien supérieurs. Il faut savoir quand même qu'on a dû doubler, je crois, dès maintenant, il fallait doubler le coût de fonctionnement de la bibliothèque actuelle. Et ensuite, on aurait dû continuer à doubler. Donc c'est vrai que pour 1 million, mais nous, c'était pour 1 million dans le cadre du projet qu'on avait prévu. Parce que c'est donc 1 million qui nous permettait de faire. Mais il est hors de question de rentrer dans les conditions de la DRAC, parce que du coup, le projet, ça serait plus de 1,5 million, ça serait beaucoup plus, avec des coûts de fonctionnement encore plus importants. Donc, bien sûr, quand il y a une manne aussi importante, on se pose des questions par rapport au projet existant, mais faire en sorte que notre projet nous permette d'avoir 1 million, ben, je ne suis pas persuadé, et je suis persuadé que ça n'est pas la bonne solution, parce que effectivement,
ça serait encore plus cher et c'est pas ce qu'on souhaite pour les. On aurait aimé en discuter, monsieur. Ça, ce genre de. Moi, je trouve ça inacceptable d'entendre ça sans avoir abordé le projet dans tous ses tenants, ses aboutissants. Là, non, quand même. C'est pas que je ne peux pas en faire, c'est parce qu'il est tard. Alors la question numéro 3, le restaurant Théâtron. Lors d'un précédent conseil municipal, vous aviez annoncé la réouverture du restaurant Le Théâtron à l'occasion du festival du film de fiction historique. Il semblerait que rien n'a bougé. Alors, c'est pas que rien n'a bougé. Et oui, effectivement. Mais je peux vous assurer qu'on en est très 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 déçus. Il se trouve que les assureurs se sont mis d'accord il y a combien de temps? Il y a lundi dernier. Donc tout ce délai, tout le délai perdu, c'est de la bataille entre différents assureurs. Après, il y a eu un aléa, c'est-à-dire que dans un premier temps, et c'est vrai que ça a aussi fait perdre du temps, c'est que le sol a été donc dégradé, et au départ, le gérant, et puis enfin voilà, dans sa déclaration, il a dit de toute façon, on ne va faire qu'un nettoyage du sol, et ça reviendra. Manque de bol, le nettoyage a été fait, et le sol n'est pas revenu à l'identique, et donc du coup, il a fallu rajouter ça dans sa déclaration et ça a fait du délai pour son assureur aussi. Et donc effectivement, alors là, je vais vous annoncer quelque chose, parce que là vous dites, vous avez annoncé, je pense que j'espère en tous les cas qu'on avait dit, qu'on espérait, on espère qu'il soit ouvert pour le marché de Noël, mais on n'en est pas sûr. Donc, vous pourrez dire, dans un précédent conseil municipal, vous avez affirmé qu'il serait ouvert pour le marché de Noël. Non, je ne veux pas l'affirmer, mais on sait maintenant que normalement, tous les problèmes financiers entre assureurs sont réglés et qu'il s'agit uniquement de faire des travaux. En espérant qu'il n'y ait pas d'autres aléas. Mais on en est, voilà, on en est aussi, enfin, je pense que dans cette affaire, tout le monde en est plus que déçu. Déçu est un euphémisme. Donc, taxe foncière. Le ministère des Comptes publics a rappelé récemment que les opérations de revalorisation des bases locatives, constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties sont menées chaque année sur l'ensemble des départements français. Environ 134 000 revalorisations ont été appliquées ces 2 dernières années et 67 500 sur la première moitié de l'année 2019. Sur l'ensemble du territoire. La commune de Plaisance-du-Touche est-elle concernée par ces opérations? Première question. Et si tel est le cas, combien de propriétés sont concernées en 2019 sur Plaisance-du-Touche par cette revalorisation qui impacte le montant de la taxe foncière? Alors, sur la taxe foncière, sur comment on appelle ça, la valeur locative, il y a deux choses. Donc là, je vais répondre un peu directement à votre question, bon, sans vous donner un chiffre exact parce que je ne le connais pas. Il est clair que par exemple cette année, il y a environ 2 pages, donc ça doit faire environ une vingtaine ou une trentaine de propriétés pour lesquelles il y a eu des modifications qui ont été demandées par le Trésor sur justement la valeur locative suite à des vérifications, en particulier sur des piscines non déclarées ou alors des bâtiments qui sont plus grands que disons, qui font des contrôles. Donc voilà, pour les piscines, c'est pas compliqué, ils utilisent des images aériennes ou de satellites, et ça va, c'est assez vite. Et par contre, pour le reste, ils font des contrôles, et quand les contrôles montrent que ça ne correspond pas à la déclaration qui est faite aux impôts, puisque la déclaration est une déclaration spontanée qu'on a fait dans le temps. Donc ça, c'est la première chose. Effectivement, il y a au moins une trentaine, une quarantaine de logements, mais ça c'est entre guillemets, c'est normal, c'est ce qui s'est fait tous les ans. Par contre, ce qu'il faut savoir sur la taxe foncière, c'est qu'il y a une refonte complète de la taxe foncière qui est prévue depuis les années 70. Ils ont fait différents calculs, etc. Et là, ils sont ressortis avec un calcul il y a quelques années, et
ça a été appliqué déjà, ce nouveau calcul a été appliqué à toutes les surfaces commerciales et industrielles il y a 2 ans. Donc il y a eu déjà ce fonctionnement-là. Il se trouve aussi que là, pour l'instant, il y a eu un département, l'Isère, qui est un département test, dans lequel il y a eu, et là vous avez des articles de presse que vous trouverez là-dessus, où il y a certains propriétaires qui se sont retrouvés avec des valeurs locatives qui ont explosé, entre guillemets, en tous les cas, avec des très forts taux d'augmentation. Mais c'est un petit peu... alors, comment ont été calculées ces valeurs locatives, et en particulier sur les bâtiments anciens? C'est-à-dire qu'en 1948, l'État a demandé à tout le monde de faire une déclaration de ses biens, de ceux qui avaient des biens. Bon, par exemple, les HLM ont déclaré exactement ce qu'ils avaient, et donc ce qui fait que les gens ont payé des taxes d'habitation et eux des taxes professionnelles, des taxes foncières, qui correspondaient exactement à la réalité du logement, c'est-à-dire nombre de salles de bain, etc. Enfin, tout ce que vous connaissez quand on fait des déclarations au Trésor public. Et ensuite, tous les privés, tous les gens qui avaient une grange ou une maison, c'était la déclaration spontanée. Depuis cette date-là, ça n'a jamais été remis en cause, à part, je vous dis, à la marge, quand il y a des constructions nouvelles ou des choses comme ça. Ce qui fait qu'un logement peut être complètement sous-évalué au niveau de sa valeur locative par rapport à son environnement. Après, il faut savoir qu'au cours des années, au fur et à mesure qu'il y avait des nouveaux logements, ils recherchaient des logements équivalents dans la commune. Donc dans la commune, hein. Donc si la commune n'avait pas des logements équivalents neufs, eh ben, il faisait confiance aux propriétaires. Depuis, ça a été, je ne sais plus quelle est la surface qui est, mais c'est bien au-delà, c'est plus que la commune. En tous les cas, c'est au moins les communes environnantes plus du tout. Donc ça veut dire que normalement, quand il y a une nouvelle construction, un peu bizarre, un peu particulière, ils essayent de retrouver des bâtiments à peu près équivalents. Et ensuite, bien sûr, ce qui fait aussi, en tous les cas, ça a été le cas pour les commerces et les industriels, c'est la zone dans laquelle ils se retrouvaient. C'est-à-dire qu'un centre-ville va être certainement coté de façon plus importante qu'un logement qui a beaucoup moins de services à proximité. Donc ça, tout ce truc-là, tout ce calcul-là, qui font des simulations depuis des années et des années, effectivement, il peut permettre à des gens de payer plus. Alors, il faut savoir quand même que de toute façon, il y aura un amortissement sur je ne sais plus combien d'années, je ne me rappelle plus, puisqu'il a été annoncé, donc ça avait été annoncé dans une commission. C'est un amortissement sur plusieurs années, c'est-à-dire que si quelqu'un qui payait, mettons, 1500 doit payer 2500, il ne paiera pas 2500 l'année d'après, il paiera de façon graduelle, je ne sais plus sur combien d'années, il paiera un peu plus jusqu'à arriver à un moment donné à 2500. Voilà. Voilà ce que je peux répondre. Alors, on termine passage d'avion. Des Plaisançois nous ont alertés sur le fait que les survols de la commune par des avions commerciaux se seraient multipliés ces temps derniers, non seulement à des heures tardives en semaine, mais surtout très tôt les jours de week-end. Est-ce provisoire? Ce trafic est-il appelé à augmenter au cours des prochaines années? Comment éviter de telles nuisances? Alors, en fait, on n'a pas eu assez d'informations là, parce que c'est vrai que c'est pas d'une simplicité extrême. Si vous voulez regarder, vérifier, vous avez un site qui s'appelle Flightware. Je l'ai déjà donné à pas mal de monde, mais vous le connaissez peut-être, parce que quand vous attendez quelqu'un à l'aéroport, c'est vachement pratique, vous mettez un numéro de vol et vous savez s'il a du retard ou pas, et donc vous savez s'il faut partir à Blagnac ou si vous avez encore une heure parce qu'il a une heure de retard. Flightware, flight comme un vol en anglais, et ware comme le matériel en anglais, W-A-R. Alors Flightware, point quelque chose. Et là vous avez tous les vols commerciaux, tous les vols qui apparaissent, et donc vous pouvez regarder, alors il me semble qu'il y a un historique, et donc vous pouvez regarder l'ensemble des vols, et vous pouvez vous mettre, donc vous pouvez vous zoomer sur la commune de Plaisance. On ne l'a pas fait, et donc c'est vrai que ça vaudrait le coup de le faire. Après, on n'a pas eu d'informations, on n'a pas d'informations par rapport à ça. Je sais que les défenseurs de Francazal disaient à l'époque que garder l'aéroport de Francazal permettait d'éviter
que Plaisance soit dans le couloir aérien de Blagnac. C'est-à-dire que comme vous en imaginez bien, comme les couloirs aériens de deux aéroports ne peuvent pas se chevaucher ou vraiment de façon très très lointaine, le fait d'avoir l'aéroport de Francazal, il disait au moins vous n'aurez pas les avions. Alors, est-ce qu'il y a eu des modifications dans les plans de vol et puis dans les couloirs aériens au niveau de Blagnac? Alors, il y a les fonctions des vents, effectivement. Est-ce que nous, on est dans un couloir un peu élargi et que du coup, il y a des moments où ils passent plutôt sur les bords et pas... Voilà. Non, mais je pense qu'il y a beaucoup d'avions d'affaires maintenant qui passent. C'est pas forcément des vols commerciaux. Alors, si c'est des avions d'affaires, c'est Francazal, effectivement. Mais oui, c'est Francazal. Je pense que c'est plutôt Francazal. Enfin, moi, je suis pas pour Francazal. Non, mais je pense que là, moi, j'en ai passé quelques fois sur des avions d'affaires qui décollent de Francazal, il me semble. Enfin, que c'est pas longtemps pas, non? Tous les affréteurs d'avions d'affaires ne sont pas allés à Francazal, il y en a qui sont restés à Blagnac aussi. Mais bon. Alors, je suis désolé, j'ai pas plus d'éléments. Vous n'avez pas plus de plaintes que ça à l'Amérique, c'est ça que je veux dire. Non? Je crois pas. On en a vu sur Facebook. Alors, ensuite, on a eu une question de monsieur Pascal, pardon. Donc, je vais te laisser la lire. Comme ça, je t'en prie d'avance. Non, mais en fait, on a voté à l'unanimité il y a quelques temps un vote de soutien au mouvement Nouveau Long des Coquelicots, donc qui défend l'idée qu'il faut réduire l'utilisation des pesticides. Il y a quelques temps, un certain nombre de mairies ont pris des arrêtés d'interdiction de d'épandage de pesticides à proximité des lieux de vie. Alors, je ne vais pas décrire complètement l'intitulé parce que c'est plus compliqué que ça, mais en gros, c'est à côté des maisons, des habitations, des écoles, etc. Avec une distance de retrait d'au moins 150 mètres. En ce moment, il y a un projet de décret au niveau du gouvernement pour réduire cet espace réservé de protection à 5 mètres. Et pour l'instant, il n'y en a pas d'espace. Non, aujourd'hui, il n'y en a pas. Donc, on a le droit d'arroser le pied du mur. Voilà, donc la question c'est est-ce qu'on va, comme à peu près 80 communes aujourd'hui en France, et ça augmente tous les jours, prendre un arrêté sur notre territoire pour limiter sachant que effectivement sur la commune de Plaisance, le nombre d'habitations concernées est très réduit et donc il n'y aura pas, à mon avis, d'opposition par rapport, de contestation par rapport aux agriculteurs, puisqu'ils ne sont pas vraiment concernés dans la grande majorité. Alors, c'est pas le conseil municipal qui prend les arrêtés, c'est le maire. Non, oui, pardon. Donc, on sait déjà que ce qui s'est passé, c'est-à-dire que je vais me retrouver au tribunal administratif, et puis après, j'aurai la joie d'avoir quand même de répondre aux questions de la presse. Et c'est pas... Bon, ça va, j'en ai eu assez avec tout ça, donc je vais pas faire ça. Juste une petite remarque, c'est un maire sur à peu près 80 qui ont pris des arrêtés. Oui, non, mais j'ai bien compris, je veux bien être exemplaire. Non, en fait, ma position par rapport à ça, elle est simple, c'est qu'effectivement, il faut créer des zones tampons, et on va avoir donc l'année prochaine une modification du flux et une révision du flux, puisque vous savez, la révision du flux, on l'a gelé jusqu'aux élections, et donc on fera la révision du flux, puisque ça veut dire quand même qu'il y a des transformations de zones dans ces cas-là, à partir du moment où on crée des zones tampons. Donc moi, je suis pour les zones tampons. Ça, c'est important. On prendra le soin de bien les définir. Ça m'étonnerait qu'elles fassent 5 à 10 mètres, dans tous les cas. Et de toute façon, je ne voudrais pas que ces zones tampons ne servent qu'aux pesticides. C'est-à-dire que j'ai une vision encore plus large de ce phénomène, qui est qu'on a des zones 2 AU, 3 AU, enfin des zones assez importantes qui seront à urbaniser plus tard avec des projets, et qui sont des grandes zones, des grandes et des vastes zones. Et ma proposition que je ferai, je l'espère, que je pourrai la faire, c'est de créer effectivement des zones tampons, mais beaucoup, comment dire, d'aller un peu plus loin dans la révision du flux, de définir quels sont les accès, c'est-à-dire quelles sont les routes qu'on pourrait créer dans ces grandes zones, quels sont les espaces verts,
un peu comme si on mettait des emplacements réservés sur ces zones-là, pour dire voilà comment on voit la ville quand on sera mort, hein, parce que là, on est sur des zones qui seront urbanisées dans 50 ans, peut-être beaucoup plus que ça. Mais c'est de dire, prévoyons dès maintenant, et le plus vite possible, enfin le plus tôt possible, en tous les cas, suffisamment en amont par rapport à ces zones, ce qu'on peut avoir dans la tête pour l'aménagement de plaisance plus tard, et en particulier, conservons des corridors verts, conservons des espaces verts. Alors, ce n'est pas des espaces qui seront obligatoirement publics, hein. On n'est pas obligé de faire que du public, mais on peut très bien imaginer qu'on ait des accès piétons qui sont indépendants, et qu'autour de ces accès piétons, on ait des fonds de jardin. Et que ces fonds de jardin, on en définisse déjà la largeur, c'est-à-dire que les gens, ils auront le droit de construire, mais juste à côté. Et ensuite, ils auront éventuellement un jardin d'une certaine longueur, et qui permettra d'avoir des poumons verts un peu partout dans toute la ville. Et donc, voilà, donc ce que je proposerais, mais après, bien sûr, il faut en discuter, en débattre, et trouver les bons moyens, et de toute façon, on ne le fera pas seul, hein, il faudra se faire accompagner pour pouvoir faire ça, et puis c'est à ce moment-là qu'on verra, à cette révision du CUP, si effectivement il y a des levées de boucliers des agriculteurs et de tous les gens qui utilisent, puisque c'est clair que par rapport à l'existant, on essaiera, pareil, là, en l'occurrence pour les pesticides, peut-être aussi pour avoir des espaces verts, par rapport aux bordures des zones aménagées, déjà, de protéger aussi un petit peu de verdure ou en tous les cas, d'endroits sans pesticides à ce moment-là. Donc je ne suis pas vraiment dans l'immédiat, enfin, c'est vrai que, électoralement parlant, ça serait super, quoi. Hein. Juste une Mais bon, remarque. c'est pas ce que je souhaite faire. Juste une remarque, monsieur. Là, c'est vrai qu'à Plaisance du Touche, il ne reste pas beaucoup d'agriculteurs, et en particulier des céréaliers, c'est-à-dire ceux qui sont le plus susceptibles de provoquer des dommages avec les pesticides. Je pense pas qu'il y en ait. Mais comme vous êtes toujours en charge de la démocratie participative, c'est peut-être l'occasion, c'est juste une suggestion, de réunir justement les quelques agriculteurs qui restent et des citoyens plaisançois qui sont eux de l'autre côté de l'autre bord, qui sont gênés par les pesticides, et de réfléchir ensemble dans ce cadre-là, vraiment la démocratie citoyenne, à ce qu'on peut faire pour arranger les choses. Alors, bon, ça c'est un peu par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure sur la communication, c'est-à-dire que, je sais pas, enfin, ça peut m'être reproché, si on gagne les élections avec peu de voix, avoir créé une nouvelle réunion, une nouvelle instance de ce style-là, on peut très bien dire, le maire, il a fait sa campagne avec les moyens municipaux, puisqu'il a utilisé les moyens de la démocratie participative. Donc on le fera, je pense, nous, dans le cadre de notre campagne, avec nos moyens, voilà, les moyens de publicité par rapport aux réunions publiques et tout ça, qui seront les moyens de la liste, parce que effectivement, ce qu'il y a, c'est que là, maintenant, à partir du 1er septembre, on est quand même, au niveau de la liste majoritaire, on est quand même soumis à une réglementation qui est un peu drastique, et puis surtout, je ne veux prendre aucun risque par rapport à ça, donc du coup, je ne le ferai pas sous forme que vous l'avez présenté, mais c'est clair que, en plus, pour moi, c'est un des enjeux de la campagne, de toutes les campagnes de partout en France, qu'on n'a pas. Parce que même dans les zones urbaines, il y a de quoi faire aussi par rapport aux espaces verts. Voilà. Je ne sais pas quelle heure il est. Si je peux me permettre de rebondir sur votre première partie de réponse, parce que bon, c'est tout à fait louable de revoir le PLU, en réfléchissant pas à sa compatibilité avec le SPOT, bien entendu. Mais là, la question que j'avais posée, elle était d'un tout autre ordre. J'ai bien fait référence au projet de décret qui va être pris par le gouvernement, sur lequel il faut faire pression, parce que c'est aujourd'hui qu'on va décider de 5 mètres, pas ici à Plaisance, mais dans beaucoup d'endroits en France où c'est une zone limitée. Il y a des gens qui habitent à côté des champs, et où 5 mètres, c'est vraiment ridicule. Donc, plus il y aura de mairies qui prennent des arrêtés comme ça, d'abord, moins elles auront le risque d'être retoquées par les préfectures, et
et surtout, plus ça permettra de bien démontrer que nous, dans les territoires, on est quand même favorable à ce qu'on partage l'espace entre les agriculteurs d'un côté et les habitants de l'autre. Voilà. Je ne veux pas répéter ce que j'ai dit. Non, j'ai pas cette vocation-là.